Nous accueillons Adrien Gindre, comme chaque matin, dans Bonjour la matinale TF1. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous accueillez ce matin Thierry Breton, ancien commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. On va tâcher de comprendre avec vous ce que tout cela va avoir comme conséquence en Europe, en France, dans nos vies. Si cette tendance se confirme, cette avance de Donald Trump, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Nous avons une avance qui est, si jamais elle se confirme, comme vous dites, qui est sans doute beaucoup plus importante que ce qui avait été anticipé. Il n'est pas impossible que dans quelques instants on entende Donald Trump revendiquer peut-être également le vote populaire, ce qui serait là encore une première, en tout cas en ce qui le concerne. Avec l'ampleur, le nombre de voix, le nombre d'électeurs. Le Sénat qui vient de basculer. Donc, effectivement, il aura beaucoup de moyens. Mais est-ce que ça peut changer quelque chose concrètement dans nos vies d'Européens, de Français? Comme il aura beaucoup de moyens à sa disposition, il pourra faire encore plus ce qu'il souhaite. Et en particulier, il l'a annoncé du reste, en ce qui concerne les politiques commerciales, contre la Chine. Parce que la Chine est quand même la première préoccupation. Ce n'est pas l'Europe, hein. il faut bien le dire. La guerre commerciale principale, c'est les États-Unis. Il a qualifié pendant sa campagne l'Europe de mini-Chine. Donc ça veut dire qu'évidemment, pour nous, Européens, il faut qu'on se prépare immédiatement aux répercussions éventuelles d'une guerre tarifaire, c'est-à-dire des droits de douane. Dans une logique où il risque d'augmenter les droits de douane, il l'a annoncé. Donc ça veut dire une difficulté à exporter pour nous. Et ça veut donc dire pour nous être prêts, dans ces logiques, à avoir des mesures de rétorsion, de façon à essayer d'équilibrer au maximum, faute de quoi, comme vous le dites évidemment, c'est l'augmentation donc, des produits qui seront importés aux États-Unis. Ça veut dire moins de produits produits en Europe, ça veut dire moins de produits pour nos usines, ça veut dire peut-être un peu plus de chômage. Donc voilà, les conséquences peuvent être lourdes si on ne s'y prépare pas. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce que les Européens, est-ce que la France aujourd'hui sont capables de riposter, sont capables de faire face à une économie qui est la première du monde, à une puissance qui est la première du monde à tous égards? Alors vous savez, on n'a pas attendu, parce que même si aujourd'hui certains Européens vont être peut-être un peu surpris des résultats, moi je ne le suis pas, mais peut-être certains seront surpris. Je m'arrête juste un instant, vous dites certains Européens vont être surpris, les chefs d'État et de gouvernement européens n'ont pas vu arriver ce qui se passe aujourd'hui. À cet égard, je tiens à rappeler qu'il va y avoir une réunion très importante le 8 et 9 novembre, le 7 et 8, pardon, cette semaine, à Budapest, le 7 et 8, à l'invitation de Viktor Orban. On sait que le Premier ministre hongrois et le Premier ministre qui est en charge donc, de l'Union aujourd'hui, il est le président donc, du Conseil, hein, il va donc et accueillir... Qui est plutôt bien intentionné en direction de Donald Trump. Plus que bien, il a dit qu'il allait déboucher je ne sais combien de bouteilles de champagne. Donc il a été boudé jusqu'à présent, bien que la Hongrie assure la présidence de l'Union, il a été boudé par les chefs d'État et de gouvernement. Je pense pouvoir vous dire, sans trop me tromper, qu'ils vont tous y courir le 7 et le 8 donc, de cette semaine. Mais en creux dans ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a un risque de désunion européenne aujourd'hui. Mais il va y avoir évidemment une partie importante des chefs d'État qui va continuer à essayer de changer sa posture, parce qu'elle n'était pas vraiment celle-là. D'autres, à l'instar de Viktor Orban, qui vont fêter tout ça. Et derrière, en ligne de mire pour nous, puisque vous me posez la question, c'est évidemment les conséquences sur la guerre en Ukraine, le soutien des États-Unis, qui était évidemment marqué jusqu'à présent, équivalent à peu près au soutien européen. Trump a dit qu'il voulait arrêter cette guerre dans les 24 heures, on va voir. Il n'est pas impossible du reste qu'il commence à prendre des initiatives avant même le mois de janvier, le 20 janvier, où il sera, on le sait, intronisé, si c'est lui, encore une fois. C'est pas impossible. Donc ça veut dire évidemment que là, pour nous, Européens, il y a une question absolument majeure qui va se poser. Que fait-on? Comment continuons-nous et sous quelle forme à soutenir l'Ukraine? Ça va être une question. Vous disiez tout à l'heure, pour Donald Trump, l'Union européenne, c'est une mini-Chine. Ça veut dire qu'on est un mini-adversaire? Ah bah lui, il considère, qu'un mini-allié. Il le dit clairement, il considère l'Europe plutôt comme un adversaire. Alors bien sûr, il y a les alliances. Vous savez, les alliances, il a un regard un peu élastique sur les alliances, y compris sur l'OTAN, du reste, par parenthèse. Donc bien sûr, il l'a dit souvent, il critique l'Europe parce qu'il considère que l'Europe utilise trop, je dirais, les États-Unis et ne lui donne pas assez en retour, alors que les États-Unis continuent à assurer une grande partie de la sécurité de l'Union européenne, et en particulier de l'Allemagne et d'autres pays, on le sait. Pour l'Allemagne, ce sera une très mauvaise nouvelle. Mais ça veut dire qu'on doit se préparer à faire sans? Est-on même capable de faire sans? Mais vous m'avez entendu, pendant les 5 ans où j'exerçais mon mandat, à le dire tous les jours, il faut que l'Europe soit de plus en plus autonome, stratégique, on n'y est pas aujourd'hui. Et augmente massivement ses capacités de production, de défense. C'était mon travail, j'espère que ça va continuer, c'est absolument existentiel. Un mot sur un homme que vous connaissez bien, auquel vous vous êtes confronté pendant votre
mandat à la Commission européenne. Elon Musk, milliardaire, patron de Twitter, de Tesla, de SpaceX. Il s'est réjoui d'ailleurs, on le voyait tout à l'heure, il y a quelques heures, je sais tes matchs, c'était son tweet. Quel rôle il a joué? Il soutenait Donald Trump. Est-ce qu'il a pu influencer le scrutin? On a vu d'ailleurs sur son réseau social régulièrement remonter pendant la campagne des tweets de soutien très explicites. Elon Musk, en tant que propriétaire du réseau X, comme un certain nombre de grands propriétaires de plateformes, est régulé par l'Union européenne. Nous avons mis des lois maintenant qui nous permettent de réguler précisément et d'éviter l'amplification notamment des fake news, comme on dit. Elon Musk a acheté, on le sait, Twitter, devenu X, pour plus de 44 milliards de dollars. Beaucoup s'interrogeaient. Elon Musk, aujourd'hui, est l'homme le plus suivi au monde, en tout cas sur son réseau. Il a plus de 200 millions de followers. Qui dit suivi, dit aussi influent. Et bien entendu, quand on a 200 millions de followers sur un réseau qui a 350 millions de clients, c'est-à-dire qu'il y en a 2 tiers qui le suivent, on peut imaginer, évidemment, l'importance qu'il a. Et c'est aussi cette importance que j'ai rappelée lorsque j'étais commissaire en charge précisément de la régulation. Tout ce qui se passe sur les réseaux qui sont régulés en Europe doivent être considérés selon les lois européennes, quels que soient les lieux d'émission, parce qu'on régule, je le redis, en Europe, la capacité d'amplification qui peut évidemment générer des tsunamis de fake news, non pas le contenu lui-même, mais l'amplification. C'est vrai qu'à 200 millions de followers, c'est pas une mince affaire. Merci beaucoup Thierry Breton, merci à Adrien Jean.